Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith et aujourd'hui on va parler de La planète des singes. Pas celui qui vient de sortir au cinéma dont ce cher Mathieu vous a déjà parlé, non. On va parler de celui de Tim Burton. Je vous assure, il n'y aura aucun mort, enfin presque pas. Vous le savez, La planète des singes c'est au départ un roman de l'auteur français Pierre Boulle, publié en 1963 et adapté avec succès au cinéma par Franklin Schaffner, avec Charlton Heston dans le rôle principal. Devenu culte grâce à son incroyable twist, le film a fait beaucoup de petits, de ses propres suites et préquels à la nouvelle saga commencée en 2011 et qui continue encore aujourd'hui. Mais entre ces deux sagas, il y a eu un film isolé qui est sorti en 2001 et qui n'a rien à voir avec les autres. Et aujourd'hui, cette planète des singes version Tim Burton est assez largement considérée comme un film raté, relativement oublié, aussi bien dans sa carrière que dans l'histoire des adaptations du roman de Pierre Boulle. Mais voyons un peu comment ce projet est né et pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Au moment où Tom Rothman, le directeur de production de la Fox, approche Tim Burton pour mettre en scène le scénario de William Broyles Jr., ça fait déjà plus de 10 ans que le studio tente de faire revivre la saga. Des réalisateurs comme Adam Rifkin, Peter Jackson, Oliver Stone ou même James Cameron se sont succédés sur le projet depuis la fin des années 80, sans que rien n'aboutisse. Début 2000, Tim Burton sort tout juste de Sleepy Hollow, et l'énorme succès commercial de son Batman le Défi n'est pas si loin derrière. Son univers sombre et gothique, mettant souvent en scène des personnages paumés et projetés dans un monde qui leur est étranger, ainsi que son amour des monstres humains, en fait un choix aussi audacieux que pertinent pour raconter l'histoire de l'astronaute qui débarque sur une planète peuplée de singes aussi évolués que les humains. Mais avant de continuer ce passionnant récit, laissez-moi prendre 2 minutes pour vous présenter un jeu vidéo qui n'implique ni singes ni astronautes. Au contraire, avec Indica, un jeu indépendant dont nous sommes partenaires et dans lequel vous incarnez une jeune nonne en pleine quête spirituelle dans une Russie tsariste et surréaliste, c'est plutôt le diable en personne qui va vous tenir compagnie. Indica est une expérience narrative dans laquelle vous alternerez des moments d'introspection et d'interrogation philosophique avec des phases de course-poursuite et surtout pas mal d'énigmes qui vous donneront du fil à retordre. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Indica émerveille d'un côté par la beauté de ses graphismes et de ses paysages, si déprimants soient-ils, et surprend de l'autre côté par un humour complètement barré, inattendu et plutôt noir. Si ce jeu était un film, ce qu'il est d'ailleurs un peu parfois, ce serait à coup sûr un film A24 taxé d'Elevated Horror, puisqu'il est le résultat d'un savant mélange entre l'influence des auteurs russes classiques comme Dostoïevski et d'un style cinématographique revendiqué comme étant proche de Darren Aronofsky et Ari Aster. Le jeu a clairement pour but de désarçonner le joueur. Le mariage étonnant des graphismes réalistes et désaturés de l'histoire principale, et des graphismes 2D, pixelisés et colorés des flashbacks, les passages franchement effrayants, et ceux qui frisent la comédie, la musique complètement décalée, et encore, avec tout ça, ce qui va le plus vous déstabiliser, ce sont sans doute les dialogues qui engagent des réflexions particulièrement passionnantes sur la religion et les notions de péché et de vertu. Car si le jeu vous raconte une histoire et vous divertit, il est aussi clairement là pour vous faire réfléchir et vous laisser avec plein de réflexions à poursuivre de votre côté. Bref, pour ma part, Indica a été une découverte pleine de surprises, exactement dans le style que j'aime, avec une horreur à la fois assumée, mais toujours prétexte à réflexion, et des dialogues et des images qui m'auront marqué pour longtemps. Comme l'usine avec les poissons-chats géants là. Enfin bref, il ne faut pas que je vous en dise trop non plus parce que le plaisir de ce jeu, c'est de se laisser emmener dans sa folie au fur et à mesure, donc je vous laisse foncer le découvrir. Et n'hésitez pas ensuite à nous dire ce que vous avez pensé de cette Indica. Pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos gorilles, je reprends à l'arrivée de Tim Burton sur le projet. Au départ, il n'est pas super chaud de prendre le risque de compromettre l'héritage du chef-d'œuvre de Schaffner. L'idée de proposer non pas un remake du premier film, mais bien une toute nouvelle adaptation du roman, finit quand même par le séduire, et le scénario avec. À ce moment-là, Tim Burton met définitivement le doigt dans l'engrenage des gros films de studio, chose qu'il avait commencé à faire avec Sleepy Hollow, et il n'en sortira presque plus. Il fera encore Big Fish en 2003, que je trouve pour ma part excellent, mais après... finito Tim Burton, qui ne retrouvera plus jamais le souffle et l'authenticité de ses films d'avant La planète des singes. Pourtant, c'est pas faute de s'entourer de ses collaborateurs artistiques habituels. Danny Elfman compose la bande originale, et les costumes sont conçus par la géniale Colleen Atwood, qui a été la costumière de presque tous les films de Burton. En chef décorateur, on retrouve Rick Heinrichs, qui connaît le réalisateur depuis son premier boulot chez Disney, et qui a travaillé avec lui dès ses débuts. Idem pour le monteur Chris Lebenson, qui a aussi fait le montage de la majorité de ses films. Bref, même si le type de film sur lequel le réalisateur arrive est différent, il fait en sorte d'être en terrain connu en s'entourant de tous ceux qui sont habituellement garants de l'univers Burton. Sauf au casting. D'habitude, Burton adore avoir quelques têtes récurrentes dans ses films. Et ici, à part un dernier tout petit rôle pour Lisa Marie,
puisqu'ils se sépareront à la suite du tournage, il n'y a à peu près aucun de ses habitués. Alors il y a Helena Bonham Carter, oui, mais à cette époque il n'a encore jamais travaillé avec elle. Pourquoi vouloir faire table rase de ses acteurs fétiches habituels ? Est-ce que c'est parce qu'on est sur une pure commande de studio et que Burton n'a pas eu le droit de ramener ses potes ? Ou est-ce que c'est un choix de sa part, quitte à changer d'univers, autant changer aussi de tête d'affiche ? Difficile à savoir. Du coup, on se retrouve avec Mark Wahlberg dans le rôle principal, bon, si on veut, la quasi-inconnue Estella Warren qui fait office de tapisserie blonde. En termes de charisme, on repassera. Hein. En revanche, le casting des singes, lui, est beaucoup plus réussi, même si absolument pas dans l'univers de Burton, avec Tim Roth, qui a d'ailleurs refusé le rôle du professeur Rogue dans Harry Potter pour ça. Turn to page 394. Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti, Kari Hiroyuki Tagawa, David Warner, etc., etc. Bref, bon, avec tout ça, Tim Burton part au fond, et les grands moyens sont déployés. Pour un budget total de 100 millions de dollars, l'équipe voit les choses en grand. Des décors immenses sont fabriqués, allant jusqu'à 15 mètres de haut, pour représenter la cité simiesque. Côté costumes, Colin Atwood et son équipe réalisent pas moins de 1000 costumes. Il faut reconnaître que c'est d'ailleurs l'un des aspects les plus réussis du film, si ce n'est le plus réussi avec les maquillages. Les armures de combat, avec d'un côté ces casques en forme d'escargot et de l'autre les casques en pointe, qui rappellent tous quelque chose d'animal tout en ayant une inspiration humaine, moi je les trouve géniaux. Les costumes à eux seuls laissent imaginer tout l'univers que Tim Burton aurait pu développer avec le concept de ce film s'il l'avait réussi tout simplement. Pour ce qui est du maquillage, la magie est opérée par Rick Baker, un spécialiste des maquillages de singes puisqu'il a travaillé sur le King Kong de 76, La femme qui rétrécit, Greystoke, Gorille dans la brume et Mon ami Joe. Bref, on peut pas tellement faire plus calé. Et effectivement, les visages des singes sont incroyablement réussis, dans les moindres détails, chacun ayant un visage spécifique, respectant les traits des acteurs, mais étant aussi complètement crédible en créature simiesque. Évidemment, ça a représenté des centaines de maquillages à réaliser, avec tous les figurants en plus qu'il y avait sur le tournage, même si évidemment, un travail beaucoup plus élaboré était fourni pour les singes principaux et des masques plus rudimentaires pour les figurants. Le résultat est d'autant plus impressionnant que tout a été fait dans des délais très courts. L'autre chose qui fonctionne aussi dans ce film, selon moi, c'est le casting et les personnages des singes. Si les personnages humains sont inintéressants, ce qui n'est pas étonnant puisque les protagonistes centraux chez Tim Burton sont souvent très lisses et insipides en comparaison des personnages secondaires hauts en couleur, les singes ont des personnalités très marquées, bien construites et surtout bien interprétées par des acteurs qui fournissent un gros boulot pour apprendre à se déplacer et à bouger comme des singes et qui parviennent, sous leur maquillage, à jouer avec justesse. Ma petite préférence personnelle va à Tim Roth, acteur évidemment fantastique, que Tim Burton a casté en dépit des recommandations de l'équipe maquillage d'éviter les acteurs avec un nez trop proéminent. Son personnage est constamment à deux doigts d'être ridicule, tant il est vraiment très méchant et caricatural, mais c'est Tim Roth, et Tim Roth en chimpanzé méchant, général des armées, ça marche quoi. Bon alors je le cite lui, mais Helena Bonham Carter et Paul Giamatti font aussi un excellent boulot, après c'est les situations, la mise en scène, parfois leur dialogue qui ne les aident pas toujours en termes de ridicule. What's wrong? Apes are afraid of the water, they can't swim. We drown. En revanche, là où ça ne se passe pas bien pour Burton, c'est que l'entièreté du film se fait dans la précipitation. La prépa est trop courte pour l'ampleur du chantier, le tournage doit tenir un calendrier précis parce qu'on ne rigole pas avec les studios, et la post-prod sera aussi une étape très frustrante pour le réalisateur qui devra cravacher sur toutes les étapes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il dira d'ailleurs un jour qu'il préférerait se jeter d'une fenêtre plutôt que de faire une suite à ce film. Voilà, si vous vous demandiez pourquoi cette planète des singes n'avait pas connu de suite malgré son succès commercial et le fait que Mark Wahlberg était partant, vous avez un élément de réponse. Mais au-delà des contraintes de temps, il y a aussi des contraintes financières. 100 millions de dollars pour un film de cette envergure, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus. Sorti 4 ans plus tôt, Titanic par exemple avait bénéficié du double. En revanche, La planète des singes, les origines, sorti en 2017, a bénéficié d'un peu moins lui. Et en a rapporté plus. Bref. Donc, là où 3 séquences de bataille devaient figurer dans le film, ce sera finalement une seule grosse séquence dans le dernier tiers qui présentera la majorité de l'action du film. C'est un peu dommage parce que là où le film de 68 se concentrait sur la démonstration philosophique, ce qui était génial, on est d'accord, on pouvait attendre d'une version moderne et plus grand spectacle qu'elle vienne ajouter de l'affrontement réellement physique entre les deux espèces, et incarne un peu leurs oppositions dans des bastons, et pas seulement dans des joutes verbales. Ici, au final, on n'a ni l'un ni l'autre, donc bon. Enfin oui, d'accord, il y a cette grosse scène de bataille, mais vu qu'elle est assez nulle, et qu'en plus elle ne mène nulle part, vu qu'elle est réglée par un Deus Ex Machina, elle sert à rien. Bon, et puis alors, puisque j'ai commencé, je vais attaquer la partie où j'essaye d'expliciter tout ce qui ne va vraiment pas, pour moi, dans ce film, et qui fait qu'on est passé à côté d'un truc qui aurait pu être superbe. On parle beaucoup de cette planète des singes comme étant le moins burtonien des films de Tim Burton.
sous prétexte qu'il n'a pas de dimension merveilleuse, pas de motif de spirale tordue, pas de citrouille d'Halloween, presque pas de scène de nuit, etc., etc. Mais à part ces éléments cosmétiques, qui sont, on est d'accord, importants pour plein de raisons dans son cinéma, je trouve qu'on reconnaît quand même beaucoup son style. Mais le pire de son style. Ça passe par exemple par les touches d'humour, qui sont assez grotesques, comme toujours chez Tim Burton. Mais comme là, il y a moins de qualité autour, on en ressent plus cruellement la vulgarité assez maladroite. Encore ça, c'est accessoire. Mais ce qui est le plus problématique, ce sont les limites de sa mise en scène. D'ailleurs, des citations du réalisateur à ce sujet sont assez révélatrices. Je suis tombée dessus en revoyant l'excellente vidéo du Ciné-Club de Monsieur Bobine consacrée à Sleepy Hollow, que je vous conseille, et qui se réfère au formidable livre appelé Tim Burton, Entretien avec Mark Salisbury. Ce bouquin était mon livre de chevet quand j'étais ado et il est passionnant. Bref, les citations en question que je reprends de la vidéo de Bobine, c'est Tim Burton qui déclare « Je ne suis doué ni pour les scènes d'action, ni pour raconter une histoire linéaire. Alors laissez-moi faire les choses à ma manière et advienne que pourra. Je n'oblige personne à me confier un film. Si vous voulez un film à la James Cameron, engagez-le. » Eh bien tout ça se vérifie parfaitement dans La planète des singes, où les moments d'action sont très laborieusement mis en scène. Prenons par exemple le début du film, lorsque deux soldats balancent un gamin humain dans un sac. Non mais, regardez-moi la laideur de ce raccord. On sait plus si là, Burton essaye vraiment de dépeindre des événements dramatiques qui posent la situation, ou s'il essaye de nous faire rire, tant ce passage est grotesque. Et franchement, je me demande si c'est pas encore un coup de son sens de l'humour lourdingue qu'il dégaine dès qu'il doit essayer de faire de l'action un peu sérieuse. Mais dans cette séquence qui est censée être aussi la révélation pour le héros, qu'il vient d'arriver sur une planète où des singes traquent les humains, rien ne fonctionne. Le suspense de cette révélation n'est même pas travaillé. Le moment où le héros se rend compte qu'il a affaire à des singes n'existe même pas. C'est comme si le film partait du principe que le spectateur est déjà au courant, ce qui est vrai, et ne construit donc rien sur ce moment, alors que c'est quand même censé établir tout le concept du film. Et bref, par ailleurs, il y a à l'écran beaucoup de singes qui sautent dans tous les sens, qui se suspendent la tête en bas, qui font des cascades, etc., pour montrer qu'ils sont physiquement supérieurs aux humains et qu'ils peuvent surgir de partout. Sauf que la caméra ne cherche à aucun moment à jouer sur les perspectives et la hauteur, ou sur la verticalité du décor. Les plans sont presque tous dans des valeurs égales, plutôt moyennes, et à part un petit top shot juste ici qui de toute manière écrase les perspectives, aucune plongée ou contre-plongée n'essaye de vraiment faire comprendre la spatialisation des singes et donc leur ascendant sur les humains. Je trouve qu'il en va de même pour la cité simiesque qu'on voit finalement assez peu et qui n'est jamais filmée dans des plans d'ensemble qui permettraient de s'en prendre un peu plein la figure avec ce décor qui a quand même pris 4 mois à construire. On va de pièce en pièce, oui, qui sont plutôt sympas, mais la ville, vraiment, elle ressemble à quoi? C'est grand comment? Et puis bon, aucun souffle épique non plus dans la bataille finale, d'une terrible platitude, sans aucun travail de cadre ou de mouvement de caméra pour lui donner corps. Et donc oui, pour moi, se planter sur ces aspects en particulier, c'est bien signé Burton. Son style de mise en scène n'est tout simplement pas fait pour ça. Il a su être un réalisateur de génie, mais les qualités et les défauts de sa patte ne s'adaptent juste vraiment pas bien à ce genre de commande qui nécessite, je pense, un cinéaste de l'ampleur, qui est quelque chose qui ne se filme pas comme le fantastique intime à la Burton. Pourtant, il y avait un réalisateur seconde équipe, Andy Armstrong, qui était censé s'occuper des séquences d'action et notamment de leur chorégraphie. Manifestement, ça n'a pas suffi. Et puis bon, là où la mise en scène pêche aussi, selon moi, c'est le twist final. C'était forcément l'énorme enjeu, après le final colossal du premier film, que de réussir un twist qui n'essaye pas de le copier, mais qui soit quand même frappant. Revenant à une version beaucoup plus proche de celle du roman, l'idée fait hyper envie, mais là aussi, en termes de construction du suspense et de révélation par la caméra, c'est super mou du genou. Du coup, comme les séquences citées précédemment, ça reste juste un peu marrant, un peu grotesque, là où cette fin devrait être terrifiante. Je me demande si quelque part, ce n'est pas l'amour que Tim Burton porte à ses méchants et à ses créatures qui le fait rater ce genre de scène. Parce qu'on sent qu'en fait, il est beaucoup trop content que ce soit Thade qui se retrouve à la place de Lincoln, et du coup, il n'arrive pas à filmer ça comme un truc dramatique en fait. Encore une fois, un défaut purement burtonien. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, alors pour finir, je voudrais juste souligner la chose qui, en dépit de tout ce que je viens de dire, me dérange énormément dans ce film. Vraiment le truc qui fait que pour moi, il n'est pas juste un simple film raté. Ce truc, c'est la séquence au cours de laquelle Charlton Heston himself fait un caméo. Charlton Heston qui était, je le rappelle, l'acteur principal du film original. Ici, quelques années avant sa mort, il vient incarner le temps d'une séquence le père du méchant Thade. Et oui, cette fois-ci, il est un singe, c'est rigolo, c'est un hommage, on est content. Au cours de cette séquence, avant de passer l'arme à gauche, le père de Thade va lui révéler que ce qu'il faut absolument tenir éloigné des humains, ce sont les armes à feu. Parce que c'est un art qu'il maîtrise, et que s'il devait réussir à en trouver ou à en fabriquer, ces flingues les rendraient supérieurs en un éclair et seraient l'instrument de leur liberté.
Pesez cela, je vous en prie. Au moment de tourner cette scène, Charlton Heston est le président de la NRA, c'est-à-dire la National Rifle Association, qui est une association très puissante aux États-Unis, militant pour le droit de posséder des armes à feu. Heston, c'est le genre de gars qui va vous dire, ou qui vous aurait dit vu qu'il est mort, que lorsqu'il y a une fusillade dans une école, c'est dommage que les pauvres gamins n'aient pas pu se défendre avec des flingues. Je n'ai pas réussi à trouver des sources pour le confirmer, mais c'est à se demander s'il n'a pas passé un deal avec la production stipulant que pour qu'il apparaisse dans le film, son personnage devait tenir un discours pro-armes. J'en sais rien, mais ça ressemble à ça. Personnellement, je trouve ça quand même quelque peu choquant de réserver une séquence du film, surtout la planète des singes, littéralement à une page de pub nous disant que la liberté et la dignité des humains, c'est les flingues. D'ailleurs, Tim Roth a déclaré après le tournage qu'il n'aurait probablement pas accepté le rôle s'il avait su qu'il devait jouer une scène avec Charlton Heston. Se félicitant de n'avoir à jouer avec lui qu'à travers leur maquillage et leurs gants à latex, il a dit être parti du plateau juste après le tournage de la séquence. Dans ce qu'il raconte, on devine à demi-mot qu'il a exprimé sa colère à Tim Burton de se retrouver coincé dans cette situation et que le réalisateur a su le calmer d'une manière ou d'une autre. Mais bon, quand je vous disais que Tim Roth était la meilleure chose de ce film, hein. Bref, cette vidéo est déjà trop longue et Mathias, notre réalisateur, est actuellement en train de m'assassiner des yeux, je vais donc m'arrêter là, sur l'idée que cette planète des singes, événement isolé dans la franchise, aura été le moment où le Tim Burton de génie est devenu le Tim Burton des studios, et que malgré une expérience qu'il a détestée, il ne retrouvera plus jamais son authenticité après ça. Est-ce que le film aura cassé quelque chose de sa fibre artistique ? Est-ce que le confort financier assuré par les commandes de studio, en dépit du massacre artistique, l'aura finalement suffisamment séduit pour qu'il recommence ? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on ne l'a pas, ce confort financier. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, même s'il n'est pas gentil, à vous abonner à notre site tant qu'on y est, et si le sujet de la planète des singes vous intéresse, que ce soit ce film, l'ancienne saga ou la nouvelle, je vous conseille très fortement de jeter une oreille à notre podcast, La Réu d'écran large. Bisous les petits potes.